GM Analysis, un autre regard. Chers auditeurs de GM Analysis, aujourd'hui nous allons évoquer la question de l'intelligence artificielle, mais pour une fois nous n'allons pas parler des progrès de l'intelligence, de cette intelligence, puisque nous avions déjà créé une émission où l'on parlait de ChatGPT et du test de Turing. Mais aujourd'hui, nous allons parler plutôt des dangers de cette intelligence artificielle. Alors disons-le clairement, généralement, les journalistes qui s'emparent du sujet des dangers de l'intelligence artificielle, je ne les écoute pas. Je ne les écoute pas parce que leurs propos sont décevants pour une double raison. C'est que généralement, ce ne sont pas des scientifiques, ils n'ont pas fait d'études scientifiques solides. Et d'autre part, ils n'ont aucune connaissance en informatique. Donc je préfère, et vous sans doute, écouter les spécialistes, c'est-à-dire ceux qui créent ces intelligences et qui ont une vision, je dirais, plus précise de la question. Mais j'aimerais aujourd'hui parler d'un raisonnement que je viens de lire dans la presse étrangère, ça vous étonnera pas. C'est le raisonnement qui était tenu par un prix Nobel qui s'intéresse bien sûr à l'intelligence artificielle. Alors, vous savez, la presse américaine aime bien donner des étiquettes un peu faciles. Alors, on l'appelle le parrain de l'IA, mais enfin, j'ai trouvé dans la presse américaine une dizaine de parrains de l'IA, donc ça ne veut pas dire grand-chose. En tout cas, il se nomme Geoffrey Hinton, et c'est un ancien cadre de Google. Vous savez que Google travaille également dans le domaine de l'intelligence artificielle, comme toutes les grandes entreprises américaines. Et en fait, le raisonnement de Geoffrey Hinton est assez intéressant parce que il pose la question du danger de l'intelligence artificielle tout en donnant ou présentant des solutions. Alors le raisonnement de Geoffrey Hinton est à peu près le suivant. Si nous parlons d'intelligence, eh bien l'intelligence doit être définie. Alors on peut voir l'intelligence bien sûr comme une faculté qui permet pour nous de répondre à des questions du quotidien. Et c'est la raison pour laquelle nous utilisons quotidiennement cette intelligence artificielle. Nous lui posons des questions, nous espérons recevoir des solutions. Et notre intelligence fait que nous acceptons ou pas d'ailleurs ces solutions qu'on nous propose. Donc l'intelligence est une faculté qui est répandue dans tout le domaine du vivant. On va dire c'est une faculté qui permet à un être vivant de s'adapter à son milieu. Mais pour Hinton, l'intelligence, c'est également autre chose. L'intelligence, c'est une arme. C'est une arme qui permet à une espèce vivante d'éliminer, on va dire, des espèces qui sont moins intelligentes. C'est-à-dire que lui va voir l'intelligence, non pas simplement comme une faculté intellectuelle, mais qu'une arme au service de la sélection naturelle qui permet justement d'éliminer des adversaires qui sont moins intelligents et qui peuvent être d'ailleurs plus forts que nous. Bien sûr. Alors dans la nature, cela se voit tous les jours. Il suffit de regarder des émissions animalières. Vous voyez des espèces intelligentes qui se cachent, qui se dissimulent pour capturer d'autres espèces qui sont des proies. Bien sûr, et ici on voit que les êtres vivants mettent leur intelligence au service de leur survie. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si je veux survivre, eh bien, je dois détruire des antilopes, je dois manger certaines espèces, c'est-à-dire les espèces qui sont moins intelligentes et moins puissantes, bien sûr. Et vous l'avez bien saisi, l'homme, eh bien, est le prédateur en chef, j'ai envie de dire, puisque c'est l'homme qui, par son intelligence, nous disaient déjà les mythes grecs, eh bien, peut détruire la planète, ce qu'il fait d'ailleurs de façon très intelligente. Vous connaissez tous le mythe de Prométhée, et le mythe grec nous dit que justement, ce qu'a reçu Prométhée des dieux, c'est la meilleure des armes. Et la meilleure des armes, c'est quoi ? C'est l'intelligence. C'est l'intelligence qu'on appelle technai en grec, c'est-à-dire l'intelligence pratique, l'intelligence technique. Donc si nous suivons Hinton, on va s'apercevoir d'une chose, c'est que l'intelligence étant une arme, on s'aperçoit que le plus intelligent, c'est lui qui domine.
C'est-à-dire que l'espèce la plus intelligente va dominer, c'est-à-dire anéantir les espèces les moins intelligentes. Or, et c'est là qu'on tombe sur l'intelligence artificielle, cette intelligence artificielle que nous fabriquons, eh bien, chers amis, n'échappe pas à cette loi. C'est-à-dire que si elle vise à être la plus intelligente, ou avoir une intelligence extraordinaire, eh bien, il faudra élaborer, puisque nous sommes les créateurs de cette intelligence qui est artificielle, nous sommes donc les artisans de ce qui est artificiel, il nous faudra élaborer des critères pour que cette intelligence artificielle ne soit pas amenée, parce qu'elle est intelligente, à vouloir se débarrasser de nous. N'oubliez pas, chers auditeurs, de liker et de vous abonner. JM Analysis est une chaîne de culture générale et a besoin de vous pour progresser et exister. Hinton va jusqu'à donner des chiffres. Alors franchement, c'est pas du tout la valeur de ces chiffres. Il nous dit qu'il y a 10 à 20% de chances pour que cette intelligence artificielle élimine, dit-il, les humains. Ça fait un peu froid dans le dos. D'où sort-il ces chiffres? Je n'en sais rien et je doute. Dubito, disait Descartes, je doute de la fiabilité de ces chiffres, mais enfin, écoutons-le. Et en fait, ces craintes qu'il formule, d'ailleurs, ne sont pas simplement les siennes. C'est-à-dire que ces craintes, d'ailleurs, ne sont pas récentes. Elles ont été formulées depuis longtemps par les savants. Mais ce qui est intéressant, c'est que aux États-Unis, c'est là que le débat fait rage. Alors qu'en France, les réactions face au problème du danger de l'intelligence artificielle sont pratiquement effacées ou tuées dans l'œuf. C'est-à-dire qu'en France, nous avons beaucoup d'intellectuels, bien sûr, qui minorent, notamment chez les philosophes, qui minorent le problème du danger de l'intelligence artificielle. Vous avez beaucoup de livres qui paraissent, notamment des livres de Raphaël Enthoven ou de Luc Ferry, qui s'emploient à considérer que l'intelligence artificielle ne produira jamais quelque chose de bien complexe. Pourquoi ? Parce que ce n'est qu'une intelligence artificielle et qu'elle n'est d'ailleurs, cette intelligence, ni intelligente ni consciente. Ce en quoi d'ailleurs ils n'ont pas tort, mais même les soi-disant experts que nous avons en France, comme Didier Julia, écartent généralement cette question au nom de la bêtise de l'intelligence artificielle. Nous connaissons tous cela. Alors qu'aux États-Unis, cette question a, je dirais, beaucoup plus de relief. Et ce qui est intéressant, c'est que Hinton, justement, va non seulement poser la question, ce que nous avons fait, est-ce que l'intelligence artificielle, parce qu'elle est intelligente et parce qu'elle est dominatrice, n'est pas un danger véritable pour nous? Eh bien, Hinton va proposer une solution qui a, je dirais, de quoi surprendre. C'est-à-dire que il se dit, bon, nous avons des progrès de l'intelligence artificielle, des progrès qui sont tels que bientôt nous ne pourrons plus nous mesurer à elle, qu'elle risque de devenir, bien sûr, dans un avenir proche, plus intelligente, plus performante. Bon, on sait que l'intelligence artificielle est plus performante que nous, puisqu'elle nous bat aux échecs, aux jeux de Go, etc. Plus consciente, ce n'est pas encore le cas. Et donc, face à ces progrès spectaculaires, eh bien, que faire? Voilà la question de Hinton. Il a le mérite, au moins, de poser la question. Alors, il paraît d'ailleurs aux États-Unis qu'un système d'ailleurs d'intelligence artificielle a même trouvé le moyen, pour ne pas être remplacé, de faire chanter un ingénieur parce qu'il avait trouvé sur le email de cet ingénieur une liaison que cet ingénieur avait eue, et donc il s'est amusé, ce système, dit-on, à faire chanter notre ingénieur. Donc vous voyez que là, on est presque dans de la science-fiction. Bon, je ne sais pas si cette histoire a une validité quelconque, mais en tout cas, on peut comprendre qu'une époque arrivera où cela sera possible, en tout cas. Donc comment faire pour qu'un être supérieur ne tue pas l'être inférieur, pour qu'une intelligence supérieure ne tue pas l'intelligence inférieure? Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que c'est une loi invariable? Est-ce que le plus intelligent tue le plus bête?
Et Hinton pense avoir trouvé une solution. C'est ce qui me semble intéressant dans cette vision, même si elle paraît un peu audacieuse, on va dire, c'est que, selon lui, il y a une solution qui peut nous paraître surprenante. Il y a des occurrences dans la nature où vous avez un être qui est intelligent et donc puissant, qui est fort, qui va se mettre à ne pas tuer et voire même à protéger un être qui est stupide ou qui est plus intelligent, moins intelligent que lui et plus faible donc. Alors c'est quoi ? C'est tout simplement l'idée d'une compassion naturelle. Et cette compassion naturelle, ne dites pas qu'elle n'existe pas, puisque les mères, quelle que soit l'espèce vivante, que ce soit des mamans ours ou des mamans humaines, les mères éprouvent pour leurs enfants ce qu'on a appelé un instinct maternel, mais on va dire tout simplement ces sentiments de compassion qui permettent tout simplement la survie de l'espèce. Ce qui fait que la seule solution pour Hinton, il va très loin, vous voyez, au problème du danger de l'intelligence artificielle, c'est de créer, dans les programmes de l'intelligence artificielle elle-même, une sorte de ce que j'appellerais d'intelligence émotionnelle, et donc de créer une intelligence qui ne soit pas simplement calculatrice, mais qui soit bienveillante à l'égard des humains. Vous avez compris, une IA qui deviendrait notre maman et qui nous protégerait, malgré nos bêtises et nos fautes. Alors, bien sûr, ce qui est intéressant, c'est que les chercheurs américains ne partagent pas tous, bien sûr, cette vision de Hinton. Et vous avez, par exemple, une amie d'ailleurs de Hinton, mais qui propose une vision concurrente, qui s'appelle Fei Li, qui est PDG d'une start-up d'intelligence spatiale, et qui, elle, estime que c'est une sorte de conte pour enfants, ce que Hinton nous raconte, et qu'il suffit plutôt de bien formater, je dirais, les programmes. C'est pas la peine de créer une émotion chez l'intelligence artificielle, ça ne sert pas à ça. Et l'idée de Fei Li, c'est j'ai envie de dire qu'elle reprend en gros l'idée d'Asimov. Vous connaissez sans doute l'idée d'Asimov qui avait, dans les années 50, créé ces lois de la robotique. C'est-à-dire, il avait créé 3 lois où, lorsqu'on crée des robots, il fallait leur donner dans le programme la première loi. Alors, je ne sais pas si je m'en souviendrai. Bon, la première loi, c'était, je crois, de ne pas blesser les êtres humains. La deuxième loi, c'était d'obéir aux hommes. Où j'inverse un peu les lois, mais c'est pas grave. Et la troisième, c'était de se protéger, mais il ne fallait pas contredire les 2 lois précédentes, etc. Donc il s'agissait de bien formater ces programmes pour éviter les dérives. Fei Li va reprendre un peu l'idée d'Asimov, avec ses lois de la robotique, et va nous dire, voilà, c'est pas la peine de faire une intelligence émotionnelle, il suffit tout simplement de créer une intelligence qui soit bridée, c'est-à-dire de manière à respecter tout simplement la vie humaine. Puis vous avez d'autres ingénieurs, d'autres chercheurs qui estiment que cette idée de la domination vue par Hinton est une idée vraiment trop pessimiste. Et pour eux, on se dirige non pas vers une domination de la machine sur l'homme, mais plutôt d'une collaboration. Et là, c'est un des anciens PDG d'OpenAI, qui s'appelle Emmett Shear, qui formule cette vision, qui est souvent la vision d'ailleurs du commun, je dirais. Bon. Donc la question est posée, chers amis, est-ce qu'il faut programmer une intelligence en lui donnant non seulement des programmes, mais des valeurs ? Est-ce qu'il faut programmer une intelligence à la fois artificielle et émotionnelle ? Bien sûr, cela supposerait, bien sûr, que la conscience artificielle existe, ce qui n'est pas, bien sûr, le cas, mais en tout cas, je dirais que, au point de vue de la culture générale, qui est le domaine de JM Analysis, eh bien, les chercheurs américains semblent beaucoup plus préoccupés par ce problème que nos intellectuels français.